Salut à tous pour cette petite période de vacances pour certains. Alors je sais que les collègues sont probablement pour certains en stage, puisqu'on est vendredi des vacances, mais j'ai fait le choix de ne pas changer d'horaire, de manière à rester sur un truc, comme on avait dit, sur plusieurs semaines où vous savez qu'à 13h30, c'est le live de la semaine. Alors aujourd'hui, je vous remonte comme d'habitude avec mon doigt. On va parler de la défense de zone. L'idée étant, comme d'habitude, de revenir pas très longtemps sur l'article si vous avez des questions à poser après la lecture de l'article défense de zone basket. Et ensuite d'élargir le débat puisque vous avez vu que sur mon article, il y a un lien vers un autre article qui est France défense de zone où j'avais fait un article précédent où j'évoquais la relation de la France et notamment des instances fédérales, des entraîneurs et on va dire de la philosophie globale française du rapport à la zone qui me gênait un petit peu. Et là, en fait, on va du coup faire d'une pierre deux coups et échanger aussi sur notre rapport à la zone. Et j'aurai j'ai un invité avec moi aujourd'hui qui va aussi nous parler de son expérience puisqu'il a, il va vous expliquer, il a une grosse expérience sur pas mal de pays africains et comment il ressent ça, lui, par rapport à son vécu et en France et en Afrique. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous partage l'article juste pour remémorer tranquillement l'article. Voilà. Hop. Alors, c'est pas celui-là, d'ailleurs. Si je me plante, ça va pas le faire. On va recommencer. C'était celui-là. Voilà. Donc normalement, je vérifie que je suis sur le bon. Voilà, défense de zone basket. Voilà, donc l'idée, c'était bien de faire un article. Vous le savez, que mon site sert notamment aux entraîneurs débutants. Donc vous comprenez bien que la majeure partie de mes articles sont d'accès facile et sont destinés à peut-être des fois répéter des choses évidentes pour vous, mais qui ne sont pas forcément pour les gens qui se lancent. Donc, j'ai été obligé de redéfinir ce que c'était la zone, hein, voilà. Et surtout, quelle place on pouvait lui trouver dans la formation, ça va être le gros débat de la journée. Et ensuite, quand est-ce qu'on l'utilise et quelle défense de zone on peut privilégier selon les choix. Alors, la défense de zone, on est tous d'accord, c'est une défense différente de l'individuel, dans le sens où nous ne sommes pas responsables d'un joueur, mais d'une zone. Donc, tout ce qui rentre dans votre zone vous concerne en tant que défenseur de la zone. Voilà. Après, ça c'est l'idée, on va dire, globale. Et après, il y a des variantes plus complexes qu'on définira plus tard dans d'autres articles où je construirai sans doute plus tard des articles dédiés à des types de zones, à des types d'indives, à des types de défenses particulières. Voilà. Alors, la grosse question du jour, ça va être quelle place dans la formation? Voilà. Alors, dans la formation, c'est-à-dire quand est-ce qu'on peut l'aborder si on l'aborde, voilà. Et est-ce qu'on doit lui donner de la place, pas de place du tout, un petit peu, voilà, avec une évolution graduée, voilà. Donc c'est ça qu'on va se poser comme question aujourd'hui. Mais on sait que de manière globale en France, la zone c'est pas bien. Voilà, c'est l'image qu'on en a parce que sont mis en avant depuis des années les points négatifs. Et il y en a, et je les partage totalement, notamment sur les arguments qui sont avancés. Donc, la chose qui est à peu près unanimement reconnue et acceptée par tout le monde, et on en parlera tout à l'heure avec Mohamed que je vais vous présenter et introduire, c'est que avant U15, le débat n'a quasiment pas lieu. On n'utilise pas de zone avant U15. Et voilà, en U13, je crois qu'en France, c'est à peu près banni, c'est même banni tout type de défense de zone, voire même maintenant les zones presse sont interdites aussi en U13, hein, je crois. Des zones presse tout-terrain qui rebasculaient en indiv. Je crois que même ça, c'est interdit maintenant dans pas mal de départements. Donc en U13, la question se pose peu et on va dire que on est une immense majorité à dire que c'est pas utile pour deux raisons. C'est ce que je mettais dans l'article. La première, c'est que sur le plan technique, les joueurs sont pas capables à 12 ans d'attaquer une zone. C'est quelque chose qu'il faut aborder collectivement en plus avec des notions de déplacement, de jeu sans ballon et ils sont pas capables en capacité ni cognitive ni de connaissances, de s'organiser sur une défense de zone. Donc, ça n'a aucun intérêt en U13. Voilà. Après, c'est un débat, je mets dans l'article, c'est un débat ancien parce que
il revient tout le temps sur la table, quoi, notamment dans la catégorie U15. Et c'est bien la catégorie charnière parce que je connais pas de département ou de commission technique ou de ligue qui se sont dit est-ce qu'on autorise la zone en U17, enfin ou en U18. En U18, généralement, bon, ok, c'est zone, on a droit à la zone. La catégorie charnière est donc bien la catégorie U15, puisque si on part du principe qu'en U13, tout le monde est d'accord, ça sert à rien, il faut surtout pas l'aborder, et qu'en U17, aucun problème, on le fait, ou en U18, c'est toujours cette catégorie U15 où il y a des débats, on peut pas, on fait pas, et où se télescope les points positifs de la zone et les points négatifs de la zone. Donc, dans mon article, il ne s'agissait pas de prendre position, il s'agissait de vous exprimer ce qui existait. D'accord? Alors, je fais une petite pause rapidement. Alors, attends, Mohamed, tu m'avais dit, ouais, hop là, je vais remettre l'article. Voilà. Alors, je vous redis bonjour d'ailleurs, parce que du coup, je suis parti dans mon live et du coup, je vous ai zappé, je vous ai même pas dit bonjour. Alors, Ben Farida, toujours présent. Aurélien, salut, ravi de t'accueillir, je t'avais pas vu, je crois encore. Jacques, toi non plus, bonjour. Fredo, toujours là. Axel, toujours là. Michel, toujours là. On a les petits habitués, donc ça me fait plaisir de vous voir. Et vous verrez, voilà, bon, à ce que je comprends, certains connaissent notre invité, donc c'est parfait, on va pouvoir enchaîner et Mohamed pourra peut-être vous saluer après. Donc, l'idée, je reviens sur mon... Vous n'oubliez pas, vous likez de manière à ce qu'il y ait de la publication et qu'on puisse avoir de la visibilité pour notre activité. C'est important parce qu'on a besoin de voir que les gens nous suivent pour préparer des contenus et vous proposer des choses toutes les semaines. Et vous, je ne sais pas si vous savez, mais ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, likez, mettez des pouces et partagez. Salut Amir, salut Anthony. Et donc voilà, donc merci pour ça en tout cas. Alors voilà, donc juste, je voulais ici rappeler ce qu'était la défense de zone en France. Alors on a une orientation fédérale, hein, les CTS, les ligues, la Fédé, qui sont plutôt des anti-zones. D'accord? Alors, ils ne sont pas anti-zones pour être anti-zones, ils sont anti-zones dans la formation. La vision fédérale est assez claire et assumée. Pas de zone. En U15, la zone, c'est nul aussi. Voire même en U18, la zone, ceux qu'en font, voilà. Donc, elle est plutôt mise au banc, voilà. C'est plutôt ceux qui la font, c'est qu'ils n'ont pas autre chose à faire, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire, c'est qu'ils veulent gagner, c'est que ils sont incompétents, etc. En tout cas, on nous interdit un petit peu de la faire et, enfin, on nous interdit. On nous exhorte à ne pas l'utiliser. Et on le voit très bien sur les équipes nationales, puisque même les équipes nationales seniors, filles et gars, utilisent jamais la zone, ou alors très très peu quand ils sont dans les derniers retranchements. Et il n'y a pas d'utilisation même tactique de la zone, c'est indiv, et on sait bien que la France est connue pour sa défense indiv, mais en même temps normale, puisqu'on ne fait que ça. Donc c'est facile de progresser sur une défense qu'on utilise à 100% tout le temps. Donc voilà. Et cette transmission-là, technique se fait de manière directe dans les formations, dans les contenus de formation, dans la philosophie globale du basket français. La zone n'est pas quelque chose d'intéressant et ou du moins de positif. Voilà. Ensuite, moi, je voulais proposer une chose, c'était que on constate pas la même chose dans les pays étrangers. Donc pourquoi? Voilà. Donc il y a des nations qui l'utilisent en senior beaucoup. Même qui l'utilisent chez leurs équipes jeunes, voilà, des U15 qui l'utilisent beaucoup. Donc pourquoi le font-ils? Et le débat, dans ce cas-là, se télescope avec la vision que nous on en a en France et lesquels ont raison, quoi. Ça va être un petit peu l'échange qu'on va avoir aujourd'hui. Donc voilà. Donc là, on va revenir. Et enfin, pour terminer, j'ai fait une petite partie, mais on la gardera pour la fin de la session. C'est quand est-ce qu'on utilise la défense de zone. Donc, bon, pour vous résumer rapide, j'avais mis surprendre l'adversaire, donc sortie de temps mort, fin de match, début de match, pression, voilà, casser un peu la routine du match. Ou alors pour régler un souci ponctuel, fatigue de vos joueurs, faute de vos joueurs, voire même un adversaire direct qui est un peu particulièrement embêtant et on veut faire une boîte, etc. Ou alors pour rattraper le score, notamment les zones presse tout-terrain, qui sont parfois l'arme de dernier recours. Voilà. On est à -12, il reste 4 minutes, ben on y va, on lance une zone presse. Donc ça, c'est la première problématique. On peut l'utiliser sur ça. On peut aussi dire que la zone pourrait être une arme offensive, c'est-à-dire que au lieu de se placer sous l'angle de la défense, on va se placer sous l'angle de l'agresseur. Et c'est d'ailleurs tout l'avantage des zones presse tout-terrain, demi-terrain.
Mais il y a aussi les zones, entre guillemets, normales, de 1-2, 1-3-1, plus classiques demi-terrain, qui peuvent être très agressives si on déclenche des trappes dans certaines zones, des rotations, voilà, voire même les match-up, etc. Donc, après, je vous ai mis un truc, je vais pas en parler maintenant, on en reviendra si on a le temps après, ça me semble pas le plus important, c'est laquelle choisir selon vos problématiques. Donc, vous regarderez l'article, j'avais fait quelle zone utiliser pour la réponse au jeu intérieur, pour une alternative au joueur extérieur, et pour prendre le contrôle du match. Voilà. Donc, je vais vous lire ma conclusion. La zone est une défense qui, selon la manière où on l'utilise, porte à débat. Et là, on va en discuter tout de suite avec notre invité. Et elle peut en effet d'un côté être très néfaste, mais elle développe aussi énormément de points offensifs et de points positifs, mais chose que nous en France on gomme et qu'on ne présente jamais, et tout est noir dans la zone. Alors qu'à un moment donné, c'est un peu trop facile. Il y a certainement des choses positives, et dans ce cas-là, quand est-ce qu'on peut l'aborder? Voilà, je reprends mon souffle. Donc je vais alors hop, j'arrête le partage. Je vous présente Mohamed. Alors Mohamed, est-ce que tu as remis ton micro? C'est bon. Bonjour Benjamin. C'est bon, on t'a. Bonjour Benjamin, salut. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas aller citer tout pour gagner du temps. Voilà. Voilà. Donc, alors je vous présente Mohamed. Donc Mohamed, on travaille ensemble depuis peu de temps, depuis le post-confinement à peu près, je crois, mai ou quelque chose comme ça. Il a une grosse expérience de formation dans les pays africains, donc sur le 3 contre 3, le basket école, etc. Il est titulaire d'un brevet d'État, si je ne me trompe pas, aussi en tant qu'entraîneur. Et donc, il a un vécu qui nous permet de faire un petit parallèle avec l'Afrique, quoi, les pays africains. Et donc, j'ai proposé d'avoir un petit échange ce matin sur… ah oui, juste avant ça, donc je vous disais qu'on travaille ensemble parce que désormais, Mohamed aussi essaye de développer Basket Formation en Afrique pour essayer d'aider à la formation là-bas. Voilà. Et donc, Mohamed, eh bien, ma première question va être la suivante. Toi qui as pas mal voyagé en Afrique dans pas mal de pays, et puis notamment au Maroc, qui est ton pays d'origine, quel rapport a-t-on à la défense de zone? Alors, on va rester dans la formation, c'est-à-dire, comment est-elle utilisée? Est-ce que c'est dans le côté négatif, positif? Est-ce qu'il y a des questionnements qui se posent, etc., dans les pays, ou pas du tout? Et voilà, et quel est ton recul par rapport à ça? Oui, alors Benjamin, moi je vais parler du Maroc, que je connais bien parce que j'ai joué là-bas pendant quand même pratiquement une dizaine d'années avant de venir en France. Et je suis un peu ce qui se passe dans les pays voisins africains depuis 3-4 ans, avec notamment la toile. Et en fait, j'ai vu quelques remarques, notamment Fredo, qui m'a vraiment interpellé, où il parle des U15 départementales qui font des défenses de zone. En fait, attends, je vais le mettre là, voilà, ça, voilà, okay. Exactement. Voilà, donc parce que c'est vraiment, il a complètement raison. Et puis moi, je parlerai aussi de mon expérience parce que moi, je coachais aussi des équipes en France, en U15, en U17, en région et en département. Au Maroc, il n'y a pas de directive institutionnelle fédérale. Donc, on ne met pas le paquet, par exemple, comme ici en France, U13. Avant U13, il n'y a pas de défense de zone. Donc, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Comme on a un problème de formation, comme on a un manque de formation, on se retrouve avec des coachs, je vais être un peu sec, ceux qui veulent un peu être champions du monde de quartier, où ils vont chercher tout de suite les résultats. Donc, il y en a qui vont chercher tout de suite les résultats. Et on sait très bien qu'à cette tranche d'âge, le tir, il n'est pas très, très performant. Donc, ils vont tout de suite se mettre en défense de zone pour récupérer les ballons et puis pour marquer peut-être des paniers faciles. Et il y en a qui vont se retrouver avec des débutants. Et ils se retrouvent tout de suite, et là je rejoins la remarque de Fredo, c'est vrai qu'en France, il y a des gens qui en département qui vont se mettre en zone, en U15, parce qu'ils vont avoir des débutants. Et s'ils vont faire une individuelle, ils vont tout de suite avoir le trou. Donc je reviens par rapport au Maroc. Donc au Maroc, j'ai vu rarement des défenses individuelles avant U17. Je dis, les 80% des matchs que je suis, peut-être 50%, 60% de coachs avec qui je parle, c'est rare, ils vont tout de suite s'aventurer dans une défense individuelle. Donc c'est même l'inverse chez vous. Ouais. Le débat se poserait presque sur l'individuel. Quand est-ce qu'on peut commencer lundi en faisant la formation finalement?
Ouais. Bah, Ok. en fait, moi j'ai vu, ça m'a même choqué au début lorsqu'on avait lancé le forum du mini-basket en 2012, et je suis allé voir des matchs. En U12, on fait une défense de zone. Ok. Parce que le coach, il cherche tout de suite le résultat, et parfois aussi les responsables. Alors, est-ce que vous avez gagné? Donc, il n'y a pas une politique de formation qui incite. Il n'y a pas on va dire, une stratégie aussi de la direction technique qui va dire, voilà, nous, on va formation jusqu'à U15. Donc, pas de défense de zone. Et donc, on se retrouve avec malheureusement beaucoup de défense de zone, d'où, et d'ailleurs, on le remarque, on a pas mal de joueurs qui sont très, très forts athlétiquement, qui viennent du Maghreb, voire même de l'Afrique, et on dit, ils sont très, très bons, mais il leur manque les fondamentaux. Parce que lorsqu'ils étaient, soit ils ont commencé tard, ça veut dire soit ils ont commencé à 15 ans, d'accord? Je prends l'exemple de Maxime Zianvini, que je connais très bien, qui avait un super potentiel, mais comme il avait commencé très, très tard, c'est un joueur peut-être qui pouvait jouer en NBA s'il avait commencé avec l'école du mini-basket. Il n'a pas fait les sélections U13. Et donc, on se retrouve, pour revenir pour le lien avec le Maroc, on se retrouve avec des joueurs où il y a beaucoup de lacunes au niveau des fondamentaux parce qu'on ne leur a pas fait travailler ça en U13. Et c'est là où tout se passe. Je le sais très bien. Ok, donc pour faire le parallèle à ce que tu nous dis, on est clairement dans l'utilisation de la zone qui est crainte par la Fédé, si on l'ouvrait. Si on ouvrait la possibilité de faire un peu plus de zones en France, c'est exactement ce que craint la Fédé, c'est qu'on est sur le côté négatif, c'est-à-dire que utilisé soit par des coachs peu formés, soit par des coachs dont la formation n'est pas priorité, avec tout ce que la zone enclenche de négatif et qu'on reconnaît tous d'ailleurs, hein, c'est-à-dire du statique, plus de course, de la défense de la raquette et on sort même pas sur les 3 points. Et donc, effectivement, c'est anti-formation si c'est mal utilisé. En fait, si tu veux revenir sur ce qui se passe en France, je pense que la France, depuis un certain temps, ils mettent vraiment le paquet sur la défense individuelle pour la simple raison, je pense, hein, c'est mon petit constat, c'est qu'à un moment, il y avait des directives de recruter des grands. Donc, on se retrouve avec des joueurs grands. Donc, comme il y avait sélection chez les petits des grands, on sait très bien que des grands à qui on travaille les fondamentaux, ils n'auront aucun problème avec la défense individuelle. Et on sait très bien que la défense de zone, à un moment, ça peut aussi compenser l'histoire de rebond. Voilà. Donc, ça, c'est vrai que c'est un débat. Bon, moi, voilà, c'est la petite remarque que je fais par rapport aux directives fédérales. Alors, pour rebondir par rapport à ça, où moi je disais que ce qui me gênait, c'était pas les directives et les choix faits. En U13, je partage. En U15, je partage le fait que la zone, si elle est faite dans une mauvaise intention, est catastrophique. Mais pourquoi, alors toi qui as le recul peut-être en France, alors moi j'ai mon avis, mais enfin mon avis. Pourquoi à un moment donné en U15, ou pourquoi elle est jamais mise en avant sur le côté positif qu'elle peut amener, c'est-à-dire on sait tous que la zone peut avoir, si elle est bien abordée par les formateurs, peut être très intéressante. Développement du tir extérieur. Or, la Fédé pleure sans cesse qu'il n'y a pas de shooter en France, hein, sans arrêt. Hein, c'est un disque. Donc, en même temps, est-ce que c'est pas lié au fait que la zone, elle permet de développer ça? On ne le fait pas. Elle permet de développer le jeu sans ballon à fond. C'est-à-dire que la prise des intervalles, se montrer, se désaxer des défenseurs, amener les solutions en zone haute, en zone basse selon les aides défensives, etc. Les coupes, les passes bas, les surnombres, etc. Donc ça développe de la lecture de jeu, ça développe plein de choses. Et pourquoi? Moi, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, j'ai pas la réponse, mais pourquoi ces points positifs-là sont complètement mis de côté et qu'on part du principe que la zone, c'est nul. Et moi, c'est ça qui me choque. C'est non pas de faire des choix fédéraux ou globaux anti-zone, c'est d'omettre les côtés positifs qui sont réels et qui sont d'ailleurs utilisés dans d'autres pays. Et alors, j'ai peut-être une option, mais je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je me demande si c'est pas derrière tout ça, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, la Fédé a peur, ou du moins, peut-être pas peur, mais sous-estime le niveau global des entraîneurs en France, c'est possible aussi, et se disent, si on ouvre, il va y avoir plus de gens qui vont faire n'importe quoi que de gens qui vont bien travailler. Je pense, ouais. Or, j'ai pas l'impression que les entraîneurs sont de moins en moins bons. Ouais. Je pense que c'est question du niveau. Si on prend, et vous en avez parlé à Basket Formation sur la nouvelle réforme d'entraîneur, si on prend
les U13 départementales, les U15 départementales, je prendrais même les U17 départementales, Oui. et prendre peut-être les U15 régions sur quelques territoires. Il faut voir aussi le niveau, avec tout le respect que j'ai pour eux, le niveau de qualification des entraîneurs. Donc, un entraîneur qui a un animateur ou initiateur, moi je suis encore dans la dernière, je n'ai pas encore assimilé la nouvelle classification. Un entraîneur qui a animateur ou initiateur, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces deux formations? La défense individuelle. Donc, ce que tu dis là, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Moi, à l'époque, en U17, j'avais des U17, j'utilisais la 1-3-1 et qui se rapprochait un petit peu de l'individuel et de la zone presse. Mais à l'époque, nous, c'était en région et on jouait le titre. Et on avait gagné un titre avec ce système. Et moi, je l'utilisais beaucoup chez les jeunes. C'est pour perturber, tu en as parlé en introduction, c'est pour perturber aussi les attaques. Ça veut dire qu'à un moment ou l'autre, hop, on va tout de suite changer de défense. D'accord? Et une 3-1, pour moi, c'est. Voilà. Moi j'étais très, très fan de la 1-3-1 parce qu'il y a le physique, il y a le tactique. C'est pas la 2-1-2 où on est paresseux, on est là, on attend que le ballon descend. Je pense que c'est aussi par rapport à la qualification des entraîneurs. Quand je dis la qualification, ce n'est pas la compétence. La compétence, c'est question de temps. Mais on se rend compte très bien qu'en U15 départemental, bah, on a un animateur initiateur. Si on a un ancien joueur. Et ce que ton intervention est intéressante dans le sens, il y a le choix de quelle zone on fait aussi. Et qu'effectivement, le gars qui va utiliser la 2-1-2, ben, il n'a rien compris. Enfin, alors après, la 2-1-2, elle peut être intéressante si on sort vraiment, si on organise des traps, voilà. Mais le problème, c'est qu'elle n'est pas utilisée comme ça. Mais il y a une question, tiens, parce que j'ai pas. Depuis combien de temps est s'interdit la zone jusqu'en U15? J'ai souvenir que jeune joueur en U13, je défendais en zone dans le Nord-Pas-de-Calais. Bah, tout dépend du département. Je suis surpris, Michel. J'en sais rien. Moi, j'ai pas la réponse à ta question. Bah, nous, sur les 54, ça fait 20 ans que je suis sur les 54. En U13, elle était toujours interdite. Et même quand parce que j'étais aussi arbitre, et donc on avait les directives d'avertir les entraîneurs lorsqu'ils se mettaient en défense de zone. Tout à fait. Alors après, on continue. Il y a Amir, qu'on connaît bien. Salut Amir. À mon avis, la défense de zone est plus difficile à apprendre. Une vraie défense de zone, mais est-ce qu'on a le potentiel de former des joueurs à défendre en zone? Alors ça rebondit sur l'argument que je partage de la philosophie basket française, c'est que si on apprend à défendre en indiv correctement quelques années, on sera capable d'avoir des attitudes cohérentes en zone. Et on oublie d'ailleurs l'erreur que font, tiens, je fais un aparté technique. J'ai l'impression que l'erreur qu'on fait sur l'apprentissage de la zone, c'est de dire aux joueurs qui sont en zone. Et en fait, il faudrait juste leur dire, quand tu es sur le porteur de balle, c'est de l'indiv. Quand tu es côté ballon, c'est de l'indiv. Les autres sont en zone. Mais en fait, et souvent, les joueurs, quand ils sont en zone, d'ailleurs, le nombre de joueurs qui perdent à 1 contre 1 parce qu'ils sont en zone, on est en zone, le gars, il attaque, je le laisse passer, parce qu'on est en zone où il n'y a pas l'effort fourni. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qui se télescopent. Voilà. Je rebondis sur… oui, alors Gabriel qui met, parce que j'ai parlé des shooters, pas de shooters en France. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de shooters en France. J'ai dit que la Fédé a longtemps dit, et le dit encore, qu'il faut absolument qu'on trouve des shooters. Il faut que… et moi, Gabriel, je parle pas de haut niveau. Nous, on n'est pas… Enfin, voilà, 99% des gens qui sont dans ce groupe et qui me suivent, c'est des gens qui forment en départ, en région, éventuellement en R1, N3 quand ils sont seniors. Mais on parle pas du haut niveau, là. Voilà, et hormis le haut niveau, il n'y a pas vraiment il y en a plus qu'avant parce que les entraîneurs sont mieux formés aussi. Mais alors, voilà, bah ça c'est encore un autre débat. Seb, il met après, lorsqu'une équipe joue la France, on parle des équipes nationales là, et qu'elle fait zone, nos équipes ont beaucoup de difficultés à trouver des solutions. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'avais fait un article que vous pouvez voir à la fin de l'article défense de zone. Vous pouvez cliquer, il y a un lien pour aller plus loin. C'est la France du basket et la défense de zone, où je dis que si on a un problème à jouer l'attaque de défense de zone, est-ce que c'est justement pas parce qu'on l'aborde beaucoup trop tard? C'est-à-dire que dans l'article, je mets qu'en gros, on dit que pour amener un joueur à savoir jouer dans le 5 contre 5, on démarre par l'apprentissage du dribble, l'apprentissage du tir, le 1 contre 0, le 1 contre 1, le 2 contre 2, voilà, et on le met dans une situation évolutive. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en France? Faut pas entendre parler de la zone. Et quand ils arrivent en senior, faut faire zone, mais seulement ils jouent déjà avec les anciens. Ouais, la zone, c'est comme ça, mais on prend pas le temps de le former par des étapes.
Et en fait, on s'étonne ensuite que les joueurs ne savent pas attaquer la zone, mais on saute toutes les étapes d'apprentissage de comment on attaque une zone. Et ça, c'est aussi parce qu'on n'a pas le droit de la faire. Enfin, pas le droit, vous m'avez compris. Pas le droit. Voilà, qu'est-ce que tu en penses, ça? Pourquoi on n'arrive pas à attaquer la zone en France, toi? Parce que ça, c'est réel. Sur les équipes nationales, notamment. Tu parles à moi? Ouais, je te demandais si tu avais un avis là-dessus. Ou... Par rapport, pardon, vas-y, j'ai pas. Mais par rapport au fait que la SEB, il dit que la France a beaucoup de mal à attaquer la défense de zone, notamment sur les équipes nationales. Et je dis moi que c'est peut-être aussi parce qu'on l'aborde beaucoup trop tard dans la formation et qu'il n'y a pas d'étape pour apprendre à l'attaquer. Et que quand on commence à l'apprendre aux jeunes qui ont 18 ans, ils montent senior, paf, ils arrivent en R2, en R1. L'entraîneur, il prend pas de temps à former le gamin de 19 ans sur comment attaquer une zone. Hein. Il dit, ouais, on fait ça, ou on défend en zone comme ça. Et est-ce que c'est pas le fait qu'on n'ait pas le droit de le faire avant? Moi, je pense que si on fait des statistiques sur les pros, hein, moi je suis beaucoup le SLUC et la SIG, tu vas avoir peut-être 90%, 95% du temps de jeu qui est en défense individuelle. Et là, après, c'est un apprentissage, c'est des automatismes. Et c'est sûr que les joueurs, lorsqu'ils arrivent, c'est pas pendant un stage ou deux stages où ils vont tout de suite trouver les clés pour ça. Et je pense que c'est aussi une cause, hein. C'est par rapport à ça. Donc, je pense que la remarque de Seb, elle est complètement, elle a complètement sa place. Elle justifie qu'effectivement, on ne travaille pas assez la défense de zone. Après, comment on la travaille? Voilà. C'est ça. On la travaille dans la formation du joueur, on la travaille pour cacher les faiblesses de l'équipe. J'ai dit les faiblesses de l'équipe, hein, parce j'aurais bien vu toujours, hein, lorsqu'on a des équipes de débutants ou deux, trois, et puis il y a quelqu'un qui est en face fort et on n'est pas très, très bon sur les aides, eh ben, on va tout de suite prendre l'eau. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'est plein de. Je regarde là, Hassan. Je sais pas si tu connais Hassan. D'après la recherche en formation de jeunes, il est interdit de travailler une défense de zone ou combinée. On préfère souvent le 1-1. Quelles sont les raisons, à votre avis? Tu veux répondre ou je le fais? Vas-y, c'est un ami du Maroc. Ouais, Hassan, c'est simple. Je pense que Mohamed l'a bien décrit. Et malgré tout, moi, je suis pas là pour dire qu'il faut faire zone. C'est juste que je m'interroge sur le fait que les qualités de la zone ne sont pas assez mises en avant dans l'apprentissage des attaquants. Et que nos attaquants, ils ont besoin d'attaquer des zones pour avoir un cursus de formation complet. Ça, c'est mon point de vue. Pour répondre à ta question, pourquoi le 1 contre 1 est plutôt mis en avant? C'est pour développer les qualités individuelles de joueurs de manière à apprendre à contrôler son ballon, à tenir son duel, à ne pas perdre la balle, à être capable de faire tous les différents tirs. Et que ça prend énormément de temps, et qu'il faut 10 ans pour faire un bon attaquant, et que donc on le passe à faire ça, en fait. Voilà, ça c'est Et les défenses individuelles permettent aussi aux attaquants de s'exprimer là-dedans. Parce que si on fait défense de zone, mais que l'attaquant de son côté, il a appris que des fondamentaux individuels, il peut plus jouer. Donc c'est sûr que par rapport à la formation des attaquants qu'on fait, pour être cohérent, il est logique de mettre de l'indiv en face, pour mettre en valeur la formation qui a été faite individuelle. Et juste, je rajoute Hassan, qui est en même temps un professeur de sport et qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est formation psychomoteur, la formation psychomotrice et tout. Il faut savoir que le joueur, jusqu'à l'âge de 13 ans, on est vraiment dans les fondamentaux, bien sûr, individuels, techniques, mais aussi psychomotrices, la coordination, il y a plein de choses. Alors que la zone, c'est plus du tactique. Et on sait très bien qu'avant 13 ans, tu lui apprends. Prendre son joueur et l'aide. Il y a deux choses à travailler. Alors que si avant 13 ans, on va lui travailler la zone, il sera complètement perdu. C'est pour ça qu'on met le paquet sur le travail individuel. Oui, et c'est également vrai qu'il est absurde d'attaquer en U13 une défense de zone, d'apprendre la défense de zone en U13, sachant qu'une défense de zone nécessite les bases de la défense individuelle, c'est-à-dire je suis côté ballon, je suis pas côté ballon, je viens aider, je viens pas aider, je ferme l'intervalle. Ça, c'est des comportements individuels, donc on est obligé de passer par l'indiv. Je pense qu'il n'y a pas de débat sur le fait de U13. Je suis très surpris et pas choqué, mais ouais, que tu me dises que 90% des matchs de jeunes au Maroc à 13 ans ont lieu sur de la zone, c'est quand même embêtant, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez pas sortir de joueurs, hein, c'est pas possible. Tu sors, t'as un ou deux joueurs, et puis tu as des équipes où tu vas avoir un ou deux joueurs et pour les neutraliser qui font la différence. Je dis déjà, alors après, nous, on a un autre problème, c'est que déjà les joueurs ils jouent pas. En fait, on a un problème institutionnel. Je ne vais pas tout mélanger, mais moi, en 2014, on n'avait pas des problèmes de la fédération. Il y avait aucune directive de la fédération, de la direction technique
il ne faut pas qu'on fasse de zone avant les U13 ou dans les championnats des jeunes. Et je suis allé voir des finales. Hein. Ça veut dire que le niveau, il est bon. Tout à l'heure, on avait parlé du niveau départemental. Les finales du championnat. Et comme là, c'était le résultat, en U15, j'ai vu pratiquement 80% du temps de jeu, c'était de la zone. Mais votre problématique à vous vient effectivement du fait qu'il n'y ait pas de directive. S'il n'y a pas de directive, les gens font… Exactement. Voilà. Les gens, alors, je continue, Jeff, exactement, la zone fait partie du basket, mais on préfère diaboliser au lieu de l'enseigner. Voilà, donc là, je pense que Jeff rebondit sur ce que j'ai dit, à savoir pourquoi on se refuse en France à voir les bienfaits de la zone. Si elle est dans bienfait, il y a, enfin, bien faire aussi, hein, c'est pas le même mot, mais si elle est bien faite, et je pense que la Fédé a juste peur que ce soit mal utilisé, et auquel cas, effectivement, ils ont raison, c'est catastrophique. Donc, comme je mettais dans l'article, moi, je reste convaincu qu'en U15, il faut aborder la défense de zone, non pas pour la pratiquer, mais pour apprendre à l'attaquer. Ça, c'est mon premier point de vue. Mais pour apprendre à l'attaquer, il faut apprendre à la faire. La deuxième, c'est qu'on peut l'utiliser parce que c'est intéressant, parce que U15, hein, ils vont arriver U18, après, c'est la préparation U18. Donc, tout l'aspect tactique qu'il n'y a pas avant. En U13, il n'y a pas de tactique. En U11, il n'y a pas de tactique. C'est tu cours. Voilà. En U15, on est dans la catégorie transitionnelle U18. Et l'aspect tactique peut être intéressant sur le fait de dire, les gars, on passe en zone parce que. Mais il ne faut pas que je pense qu'en U15, je pense qu'on a tort de se fermer à la zone en U15. Mais je pense qu'il faut impérativement que les entraîneurs jouent le jeu et l'utilisent pour apprendre à l'attaquer et non pas la faire en défense, ce qui est différent, et l'utilise défensivement comme un choix tactique pour faire progresser les joueurs sur quand est-ce qu'on peut faire des choses. Et pas comme choix numéro 1. C'est-à-dire que le match démarre, on ne démarre pas en zone, c'est interdit. On démarre en indiv. Et tant qu'il n'y a pas de souci à régler, on fait indiv. Et que quand elle est utilisée, elle doit être utilisée avec parcimonie et de manière ponctuelle. Voilà. Mais moi, je pense qu'on a une vraie évolution à faire sur ce rapport à la zone en U15. Mais peut-être que la Fédé pourrait dire, OK, on rouvre la fenêtre en U15 en termes de discours technique. Mais attention les gars, voilà, on rouvre la fenêtre, mais les objectifs, c'est bien ça, ça et ça. C'est pas faire de la 2-1-2 et voilà. Après, il y en aura toujours des malins pour travailler. Si tu veux partager les commentaires, si tu as des questions qui te bottent, tu me dis, hein, parce que il y a la même chose, il y a je pense, voilà, il y a Yahya Tanji. Alors, c'est juste, alors, je sais pas. Donc, la même chose, c'est aussi un prof, c'est un passionné, c'est un entraîneur de basket. Par contre, moi, je le vois pas sur le mur, qui pose la question. Je l'ai mis sur l'écran, c'est ça? Voilà, je te laisse répondre, exactement. Est-ce qu'on peut travailler en U15 juste les fondamentaux de la zone? Voilà, en fait, voilà, mais moi, ça me paraît intéressant. Je voyais aussi Amir, non pas Amir, qui nous a parlé de la run and jump. Bon, voilà, peut-être qu'on pourrait, en U15, dire, voilà, on ouvre la porte à la zone. Par contre, l'utilisation de la zone, elle est forcément avec des trappes, ou elle est forcément tout terrain, ou elle est forcément avec une organisation qui met de la pression et non pas qui reste dans les 6,25 m. Voilà, ça pourrait être je pense, un discours qui pourrait être intelligent pour former nos attaquants. Donc, je partage assez ton avis, Yaya. Une zone avec une réelle envie de s'impliquer physiquement dans la défense, avec de la course, avec des sprints, avec des trappes, avec des attitudes individuelles de pression, peut être intéressante. Je regarde un peu la zone comme l'indiv ou leur qualité. En attaquant une zone, tu formes des shooters. Alors, pas que, mais oui. L'indiv à tout prix ne forme que des joueurs de 1 contre 1. Et Jeff, là où tu as raison, c'est qu'à former que des joueurs de 1 contre 1, on a un jeu horrible à regarder en jeune parfois, avec des mecs qui font du 1 contre 3. Tu apprends les bases de l'indiv, l'un vaut l'autre. OK. Hassan encore, c'est bien dit. Si Mohamed, les U11 et U13 sont dans la phase de formation psychologique. Oui, voilà, c'est ce qu'on disait. Les capacités cognitives, c'est pas possible d'aller faire de la zone en U13, mais ça, on est tous d'accord. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'était voilà d'avoir une réflexion sur à un moment donné, voilà, pourquoi cette zone, elle est un peu tout noir ou tout blanc, quoi. Et ça, c'est un peu embêtant pour moi. En train d'écouter, c'est intéressant. La zone est beaucoup utilisée pour masquer les faiblesses des joueurs. Voilà, c'est un gros souci. Bon, c'est ce qu'on disait, Mohamed. Regarde, Grégory. Je suis en train d'écouter, c'est intéressant. La zone est beaucoup utilisée dès U15, mais pour masquer les faiblesses défensives des joueurs, c'est un gros souci. C'est là où c'est ce qu'on disait. Si elle est utilisée dans ce cadre-là, c'est une catastrophe. Il est intéressant de travailler pour les rotations défensives, les aides. Il travaille la zone rapidement dans d'autres pays en Europe, donc ça confirme ce que je disais, pour travailler sur les attaques d'intervalle.
Voilà, c'est un juste milieu à trouver. Mais ce juste milieu-là, il y a un moment donné, la Fédé, il faut qu'elle se positionne. Parce qu'à l'interdire, on n'empêche pas les gens de le faire quand même. Parce que qu'est-ce que tu veux, on sait tous, l'arbitre, il peut rien faire. C'est zone, c'est pas zone. Il y a même des fois, il y a des coachs, ah, il fait zone. Mais en fait, l'autre, il fait pas zone. Mais comme les attaquants font jamais de coupe, on peut pas savoir si c'est zone. Hein. Ils sont en fer à cheval et après, on est en zone. Bah oui, tu es en fer à cheval en attaque. Donc voilà, ça, c'est encore autre chose. Donc, il n'y a pas de moyen de contrôler, en fait, ni d'interdire. Après, Benjamin, je pense par rapport à ça, si vraiment les instances, elles veulent suivre et contrôler, on voit tout de suite les gens qui vont faire de la zone pour la formation, pour faire progresser les joueurs. On voit tout de suite le type. On voit des équipes en U13, U15 qui font la presse. Donc, quand tu fais une presse et puis derrière, tu fais une 3-1, on voit tout de suite que la personne, elle ne fait pas ça pour se cacher contre les faiblesses. Ou même un div. Ou même un div, voilà. Et c'est vraiment pour. Par contre, le gars qui fait 2-1-2 et le joueur, il ne bouge pas, on voit tout de suite que une défense comme ça, elle ne va pas faire progresser les joueurs et elle ne va pas lui apprendre la vraie défense de zone. Voilà. Avec le fameux repli, 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 et tout le monde rentre. Et puis, Après, est-ce que vous en voyez beaucoup encore sur les terrains des gens qui fonctionnent comme ça en U15, en U18, avec des zones de 1-2 qui reculent, qui se mettent en place dans les semaines 25? Vous en voyez beaucoup? Moi, j'ai un souci, c'est que ça fait quelques années où je suis vraiment que sur les U9, les U11 et les U13, donc j'ai déconnecté un petit peu. Bon, je vais m'y remettre, mais sur ce qui se passe sur les terrains U15, U18, ça donne quoi en ce moment sur les U15 et U18 en France? Bonjour, je regarde en même temps. Anthony, j'affiche. Voilà, c'est là, ouais. Tout à fait, Anthony. Ton idée est intéressante, c'est-à-dire de se dire, ben voilà, on fait, il y a un carton, et voire même à imposer les types de zones. Mais bon, après, c'est toujours pareil, c'est quel moyen on a de contrôler, quoi. Quel moyen on a de. Et puis en même temps, moi, ça me gêne parce que c'est encore mettre des obligations aux entraîneurs. Et qu'à un moment donné, non, laissons les gens aussi faire ce qu'ils ont envie de faire et ce qu'ils apprécient. Parce que. Mais effectivement, il y a des remarques intéressantes. Hein. Mike qui dit quoi? Salut Mike, ça doit être abordé en U15, mais faire comprendre c'est une vraie défense et pas du repos. Voilà, tu vois, on est plutôt d'accord. On arrive en U18 senior au départ, on trouve principalement la zone et perso, on ne sait pas l'attaquer. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on l'aborde sans doute un peu tard. Michel, tiens, suite à ma question, en U18 filles en Loire-Atlantique, beaucoup de zones, même en accès région. Ok. Et c'est de la zone poireau, Michel, ou c'est des zones agressives, entre guillemets? Ça, c'est intéressant. Donc voilà, mais c'est vrai que la zone, voilà, elle porte débat parce que, d'abord parce que tout le monde pleurniche parce que personne ne sait l'attaquer. Hein. La zone, elle est aussi pourrie parce que, ouais, il a fait zone, du coup, j'ai perdu. Ouais, mais mon gars, t'as pas perdu parce qu'il faisait zone, t'as perdu parce que t'as pas réussi à attaquer. Tu sais, le fameux, ouais, il a fait zone. Dire que l'autre a fait zone, ça permet aussi de se dédouaner de la victoire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas responsable de la défaite, il a fait zone. Bah non, ça c'est facile aussi. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais. Après, je vois une remarque là, quelqu'un qui a parlé des seniors départementales. Et je vois un peu de quoi il parle. C'est vrai que, alors je parle du 54. Moi, j'ai joué en département à l'âge de 45 ans. C'est vrai que parfois, quand tu te retrouves avec des gars qui ont 45 ans et qui n'ont pas envie de courir, bah, automatiquement, lundi, tu sais très bien que c'est même pas la peine. Donc, on se retrouve effectivement, parfois, on a des équipes de jeunes seniors, notamment souvent, c'est des équipes 2 ou l'équipe 3. On veut qu'ils mangent, qu'ils sont encore des cadets, parfois, ils sont encore des U20, et on les met dans un championnat départemental pour ne pas trop les griller, et ils se retrouvent contre des anciens joueurs qui ont 45 ans, qui ont toujours la patte, qui ont toujours le geste, mais qui se font 2 zones, et là, c'est un gros problème. Oui. Regarde, j'aime bien ça aussi parce que la piste de Philippe, elle est intéressante. Le problème pour les instances, donc on parle de nos collègues CTF, la Fédé, etc., les DTN, hein, on travaille avec eux tout le temps. Le problème pour les instances, ne serait-il pas la complexité de la validation de la méthode de l'enseignement des zones? Même à un discours fort, il y a bon nombre de matchs où le débat est présent en mode c'est pas une zone, c'est de l'indiv avec les joueurs qui flottent. Et en plus, derrière, il y a la match-up. Alors, il n'y a pas beaucoup de coachs qui font de match-up, mais ça arrive. Mais j'aime bien la remarque de Philippe, c'est-à-dire qu'à un moment donné, existe-t-il un contenu fédéral, y compris dans les formations, parce que dans les formations, c'est quand même incroyable. Dans les formations d'entraîneurs, on aborde plein de choses,
le CQP, les BE. On aborde plein de choses, hein, y compris sur le plan tactique. On n'aborde jamais la zone. Jamais. Dans les formations. Mais c'est comme si un plombier apprenait à changer la robinetterie de la douche et la salle de bain, mais ne saurait pas faire tout ce qui se passe dans la cuisine parce qu'il n'a pas appris. C'est pas possible. Donc, comment on peut, en tant qu'entraîneur, faire des formations où on apprend que le 70% du basket et les 30%, non, ça n'existe pas. Ça existe bien et on nous forme pas. Donc, pourquoi? Alors, je rebondis sur Philippe. Finalement, est-ce que la solution, ce serait pas de créer à un moment donné une formation ou un guide sur, voilà, la zone peut être intéressante parce que tac. Voici différents exercices pour graduellement travailler une zone cohérente, apprendre à vos attaquants à l'attaquer, etc. Ce serait facile à faire, ça, une trame technique. Enfin, Alors, juste, je rebondis, Benjamin, sur ce que tu dis. Ça me fait rappeler au colloque. Parce qu'à l'époque, on travaillait avec la FEB et on mettait en place des colloques. Et lorsqu'il y avait la thématique, la défense de zone, c'était une denrée rare. C'était la chose qui attirait les gens. Parce qu'on le voyait pas du tout dans la formation initiale. Que, waouh, dans ce colloque-là, on va parler de la défense de zone, donc il faut y aller. Voilà. Donc, ça confirme un peu ta remarque. Et alors, pour te rebondir aussi sur ce que tu viens de dire, dans mon club précédent, on avait fait une soirée technique en invitant les clubs aux alentours, etc. Et on avait fait exprès. On avait fait, alors je sais plus comment on avait intitulé on avait fait deux. En fait, j'intervenais moi pour la formation, donc ça concernait les U15 en gros, hein, U15, U17, et mon collègue en parlait sur la catégorie senior. Donc on passait l'un après l'autre et on l'avait travaillé ensemble. Et on avait fait défense de zone. Comment l'attaquer? Alors, c'était sur le plan de l'attaque, mais comment attaquer une défense de zone? Et moi, mon thème, j'avais passé 1 heure sur fondamentaux individuels de l'attaque de zone. Tu comprends? Parce que l'attaque de zone, on la voit toujours dans le jeu à 5. Mais le problème, c'est que le gamin, il a d'abord besoin tout seul de l'apprendre. Et on avait passé 1 heure sur comment on amène les joueurs extérieurs à jouer sur une zone, les joueurs intérieurs à jouer sur une zone dans l'apprentissage individuel. Et après, je lui avais passé la main sur, voilà, une fois qu'on a fait ça en U17, comment on le met et c'était génial et les gens avaient adoré parce qu'effectivement, on avait changé d'approche, quoi, tu vois. Donc voilà. J'en mets une dernière. La zone permet d'apprendre l'aspect défensif avec les placements à l'opposé du ballon tout en maîtrisant les duels, même avant de parler de trappe. C'est vrai, Mike, tu as raison aussi. Voilà, donc c'était un échange. On est à 42 minutes, donc tu sais, Mohamed, on fait des formats courts sur les lives. C'était passionnant. Moi, j'adore ce thème parce qu'en tout cas, à chaque fois, et là, on n'a pas abordé l'aspect tactique. Quelle zone utiliser? Qu'est-ce que vous aimez? Comment? Alors, on en fera peut-être un autre plus tard, un autre jour sur comment le faire. On a encore, pour ceux qui sont intéressés, on a mis en promo. Je crois que c'est encore aujourd'hui et demain, mais je sais plus quand c'est la fin. On a mis en promo le portfolio sur l'attaque de zone presse. Sur la zone presse. Quelle zone presse utiliser, pourquoi, comment, etc. Donc, si vous voulez, là, on fait une promo à 50%, là, profitez-en parce qu'on donne pas mal de billes dedans sur quoi utiliser, pourquoi et comment. Et voilà. N'oubliez pas de partager l'article aussi. Voilà. Mohamed, en tout cas, merci beaucoup. Il faut qu'on arrive à faire avancer le Maroc, là. Ouais. Écoute, je profite pour, puisque tu as parlé un peu des portfolios, comme on vient d'ouvrir, parce que je vois qu'il y a pas mal d'amis marocains qui sont des profs, en même temps profs de sport et qui sont entraîneurs. On va ouvrir officiellement les abonnements vers Basket Formation début novembre, et ça sera par l'intermédiaire de EPS Maroc, le groupe EPS Maroc. Ok, donc ça c'est pour les Africains. Maroc, voilà, donc parce que comme moi, je parle surtout sur le Maroc, hein, parce qu'on a Amir, il a déjà lancé les affaires sur les abonnements sur l'Algérie, la Mauritanie, ils ont déjà démarré, mais le Maroc, on avait un petit décalage, donc on va ouvrir ça bientôt. Donc, on peut dire du coup aux abonnés, aux followers qui nous suivent, si vous avez des amis en Afrique qui veulent accéder au contenu de Basket Formation, on est en partenariat avec Mohamed, on fait des tarifs spécifiques pour l'Afrique par rapport au niveau de vie qui est pas le même. Donc, on fait des tarifs très intéressants qui permettent aux jeunes entraîneurs et aux moins jeunes africains
de se former avec régulièrement des packaging où on vous file quasiment tout pour un prix plus qu'abordable et qui vous permet d'accéder. Et c'est Mohamed le référent, donc vous venez vous venez vers moi et je vous réorienterai vers Mohamed directement. Voilà. Merci Mohamed. Merci Benjamin, merci tout le monde, c'était vraiment sympa. Donc à bientôt. Au revoir. On s'en refera. Salut. Salut tout le monde. Merci à vous.